Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau GPS pour la famille. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Véronique et Christophe de Préter, qui sont mariés depuis 33 ans, bravo, qui ont Merci. 6 enfants, re-bravo, Oh, et qui merci. ont On a de la à ce chance. stade 5 petits-enfants. Voilà, ils sont consultants et formateurs, coachs certifiés en leadership vertueux. Et aujourd'hui, ils vont nous parler du tempérament au caractère, grandir pour servir, un nouveau GPS. Voilà, je vous laisse la parole, Véronique et Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Bien, donc on va peut-être rapidement passer en revue le plan pour que tout le monde se situe. Donc on va bien sûr commencer par expliquer ce qu'est le leadership vertueux, en commençant d'ailleurs par expliquer ce qu'il n'est pas. Ensuite, on abordera les 4 tempéraments, puis le caractère, c'est-à-dire les vertus. Le caractère, c'est la construction des vertus. Et puis nous verrons comment développer la magnanimité et l'humilité fraternelle, qui sont en fait les 2 vertus essentielles du leader. Et puis on conclura et on terminera par quelques pistes si vous voulez approfondir et poursuivre l'aventure un peu plus loin. Voilà, alors en guise d'introduction, donc le leadership vertueux, disons que la définition qui nous paraît la plus immédiate, c'est grandir en faisant grandir les autres. Mais avec ça, voilà, c'est un vaste programme et on va où, on fait quoi? Alors pour voir plus clair, je propose de commencer par dire ce que n'est pas le leadership vertueux. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de leadership. C'est super à la mode, on n'arrête pas de nous le dire. Et notre leadership, qui est le vrai leadership, n'est pas du tout euh, les choses qu'on entend habituellement. Alors, le leadership, c'est pas une technique d'abord. Et c'est pas une technique de développement personnel, point à la ligne, juste de développement personnel. C'est pas non plus un nouveau système philosophique, puisqu'on se base essentiellement sur Aristote et Hippocrate, qui sont donc d'anciens Grecs. Et ce n'est pas non plus une idéologie. Et ça, c'est important de le préciser actuellement. Une idéologie, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable par tout le monde parce que ce n'est pas nécessairement basé sur la vérité. C'est basé sur des idées. Le leadership, lui, il part de la réalité qu'est l'être humain. Donc, il parle de la vérité de la personne. Il parle de la nature humaine. On va parler de la nature humaine. Et c'est pour ça que le leadership vertueux s'applique partout. On a des instituts de leadership vertueux dans tous les continents. Et s'applique à tous aussi, peu importe l'origine, peu importe le niveau d'études, peu importe le statut socio-économique, peu importe l'âge, ça s'applique tout le temps et partout. Il y a quand même une limite, un prérequis, et je viens d'en parler, c'est de croire qu'il existe une nature humaine. Et ce n'est plus si évident, évidemment, actuellement. Cette nature humaine, donc, qui est commune à tous les êtres humains et qui fait qu'un être humain est un être humain et pas un animal, même un animal amélioré par rapport aux autres animaux, et n'est pas non plus une plante. Aristote avait déjà perçu, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, il avait déjà perçu qu'un être vivant, tout être vivant d'ailleurs, est un composé, est une union d'un corps matériel visible et d'une âme immatérielle invisible, qui animait donc le corps. Chez l'être humain, l'âme est immatérielle, bien sûr, mais elle est aussi spirituelle. Et c'est elle qui fait que l'être humain est doué d'une intelligence rationnelle et d'une volonté libre, chose que n'ont pas les autres êtres vivants. Et ça, c'est vrai partout. En Chine, en Belgique, enfin, nous sommes belges, donc voilà, en France, voilà, quoi qu'en disent certains, c'est vrai partout. Donc, le leadership se base sur une anthropologie authentique qui correspond vraiment au désir de la nature humaine. Et il est intrinsèquement lié à la vertu pour 2 raisons. D'abord parce que la vertu crée la confiance. Sans vertu, c'est impossible d'avoir de la confiance. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas loyal, etc., on ne peut pas compter dessus, on ne peut pas faire confiance. Or, sans confiance, pas de leadership possible. Et la deuxième raison, c'est que la vertu est une force dynamique, Christophe y reviendra tout à l'heure, mais c'est une force qui accroît la capacité d'agir du leader. Et le leader, c'est pas seulement quelqu'un qui imagine, qui rêve, qui fait des plans, mais c'est quelqu'un qui agit, bien sûr. Voilà, donc on va revenir sur les vertus plus tard, mais alors nous, comme parents, on a des enfants qui sont des personnes à part entière, des personnes uniques. Chacun est unique, chacun est irrépétitif et chacun est revêtu de la même dignité intrinsèque que nous, les adultes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme parents, nous voulons éduquer nos enfants dans le sens de educere, hein, donc du latin
faire sortir de, c'est-à-dire faire sortir le meilleur, élever, faire de nos enfants des personnes chez qui le cœur, l'intelligence et la volonté vont marcher main dans la main, de manière harmonieuse. Alors, le leadership, pour ça, nous aide vraiment énormément. On peut témoigner, nous, on l'a connu il y a 7 ou 8 ans, je ne sais plus maintenant. On regrette très fort de ne pas l'avoir connu quand nos enfants étaient plus jeunes, mais il n'est jamais trop tard. Le but du leadership, comme on l'a dit au début, c'est grandir en faisant grandir les autres. Donc, évidemment, on voit tout de suite le rapport avec le rôle des parents. On a d'ailleurs l'habitude de dire qu'il y a 2 métiers où on n'a pas le choix, on doit être leader, ce sont les parents et les éducateurs, enseignants, etc. Donc, pour le dire autrement, on essaie de faire émerger le meilleur chez chacun afin que chacun puisse servir avec ce qu'il a de meilleur. Parce qu'on ne peut pas servir avec ce qu'on n'a pas. On essaie de découvrir la grandeur chez nos enfants et chez nous aussi, et chez les autres. Donc là, on parle de nos enfants, mais enfin, on peut élargir le propos, hein. Euh, pour que tous trouvent un sens à leur vie, à leur travail, enfin voilà, dans tous les pans de leur vie, et qu'ils visent l'excellence en vue de servir. Donc il y a toujours 2 choses, il y a la grandeur et le service. Alors comment on va s'y prendre? Bien, la première chose, c'est de se connaître. Connais-toi toi-même, comme disait encore un ancien grec. On revient toujours sur nos anciens grecs. Donc on cherche à savoir qui est chaque enfant, qui nous sommes nous-mêmes, parce qu'en fait c'est important aussi que nos enfants nous connaissent, et quels sont nos talents. Et deuxièmement, on essaye de former le caractère en acquérant les vertus. Donc, caractère et vertu, ici, c'est la même chose. Parce qu'on ne forme pas le caractère comme ça en l'air, de manière abstraite, de manière générale, basée sur rien du tout. Les vertus se construisent sur base du tempérament. Et puis, le dernier point pour terminer cette introduction, on confond souvent leadership et management. Et j'avoue que ça m'est arrivé moi au début quand je ne le connaissais pas. Première conférence d'Alexandre Havard, qui est donc l'auteur du système de leadership vertueux. Je n'étais pas du tout intéressée parce que moi, le management ne m'intéresse absolument pas. Mais j'y ai quand même été parce que j'avais promis à l'organisatrice d'y aller. Et j'ai vraiment pas regretté parce que depuis lors, je suis à fond dedans. Et, euh, et donc voilà, je pense que les quelques mots que je vais dire vont vraiment vous résumer exactement la philosophie du leadership. Le management fait avancer les choses. Le leadership fait avancer les personnes. Et vous voyez qu'il y a plus qu'une nuance, hein. Donc le leadership, ce n'est pas une question d'organisation technique, c'est vraiment un mode d'être. Voilà, alors on va attaquer le sujet, donc, en commençant par les tempéraments, puisqu'on a dit que le caractère se construisait sur le tempérament, donc on commence par le début. Et ça, c'est notre ami Hippocrate, le médecin du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, qui avait effectivement déjà découvert ces tempéraments. Alors, c'était un peu gouré sur l'origine, mais on peut dire qu'il est quelque part le père de la découverte des tempéraments. Ces 4 tempéraments qu'il avait déjà définis sont encore d'actualité maintenant. Et ça, c'est aussi une des forces du leadership. C'est pas un truc à la mode, c'est pas un truc nouveau, c'est quelque chose qui a la force de combien, 5e siècle avant Jésus-Christ, 2500 ans d'existence. Le colérique, le mélancolique, le sanguin, le flegmatique sont les 4 tempéraments. J'ai dit au début donc que l'être humain était une union de biologique et de spirituel, le spirituel étant la volonté, l'intelligence, le cœur, etc. Alors, dans le cadre du leadership vertueux, eh bien, le biologique, c'est les tempéraments, le spirituel, c'est les caractères, c'est acquérir les vertus, avec la volonté, l'intelligence et le cœur. Alors, le tempérament, c'est un don. C'est un don de la nature. Ça veut dire qu'on naît avec, naît, N-A-I-T. On naît avec et on mourra avec le tempérament. Alors, la définition du tempérament, une prédisposition naturelle et innée à réagir d'une certaine manière à un stimuli extérieur. Donc, c'est une réaction instantanée, spontanée, au dixième de seconde. D'accord? Ce n'est pas la réaction de la personne bien éduquée qui se dit, oui, mais non, mais si je dis ça, on va me dire que, donc je vais dire ça. Non, c'est la réaction instantanée. On va voir que chaque tempérament a des forces et des faiblesses. Et donc, c'est très intéressant de connaître notre tempérament pour savoir par où agir, pour pas justement agir dans le vide. Quel est notre axe de croissance? À nous, parents, quel est l'axe de croissance de nos enfants? En famille, c'est super important de connaître les tempéraments de nos enfants, bien sûr, mais c'est important pour eux aussi de connaître nos tempéraments. Je donnerai des exemples un peu plus tard et vous comprendrez que, voilà, ça permet de dédramatiser les choses. On va donc avoir à fortifier nos points forts
J'expliquerai pourquoi. Et on va bien sûr devoir essayer de remédier à nos faiblesses, particulièrement en travaillant ce que nous appelons la vertu défi, la vertu challenge. C'est-à-dire que chaque tempérament, toute sa vie, aura plus de difficultés avec une des vertus. S'il arrive à travailler cette vertu, à acquérir cette vertu, c'est comme une porte qui s'ouvre et tout le reste suit beaucoup plus facilement. Donc, c'est beaucoup plus facile de partir par là que d'aller un peu dans tous les sens. Alors, comme j'ai dit, le tempérament est biologique, donc il ne change pas. On va rester colérique, mélancolique, sanguin, phlegmatique toute notre vie. Mais évidemment, en travaillant et en s'exerçant sur base de ce qu'il nous apprend, on va acquérir des vertus, on va former notre caractère et nos enfants vont former leur caractère. Ce qui fait que parfois, surtout quand on a, je dirais, à partir de 12-15 ans, et en tout cas pour nous les adultes certainement, on a parfois un peu de mal à repérer notre tempérament euh, parce qu'on peut avoir simplement développé une vertu qui est plutôt une force naturelle d'un autre tempérament. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un de colérique, mais qui apprend à faire attention aux autres et qui développe l'empathie, les relations humaines, etc. On pourrait croire qu'il est sanguin. En fait, pas du tout. Il est colérique, mais il a juste travaillé. D'accord? Alors, dernière petite chose, vous voyez qu'on peut avoir un seul tempérament ou un tempérament principal et un tempérament secondaire. Souvent, assez souvent quand même, c'est ça qui se passe. Euh, et là, l'intérêt, évidemment, c'est que si on a un tempérament secondaire, les forces du tempérament secondaire peuvent évidemment pallier les faiblesses du tempérament principal. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Alors voilà, ah oui, alors la dernière chose, évidemment, c'est que certains tempéraments s'excluent complètement, hein. Un mélancolique, sanguin, c'est impossible. On ne peut pas être à la fois dans la profondeur et dans la superficialité ou dans l'amusement. Voilà. On ne peut pas être colérique dans l'action et phlegmatique dans le statu quo, le confort, etc. Donc ça s'exclut. Alors on va commencer tempérament par tempérament. Donc on va commencer par le colérique si vous voulez bien. Biologiquement, le colérique, il est orienté vers l'action. Donc son moteur, c'est l'action. Il a toujours un objectif. C'est un entrepreneur né. Il travaille toujours à quelque chose. Il a une énergie biologique. Il est enthousiaste, il a une force de décision, il a confiance en lui, il connaît ses talents. Euh, c'est un manager aussi dans le sens où j'expliquais au début, c'est-à-dire qu'il fait avancer les choses. Les choses doivent aller de l'avant. Et puis, il aime le pouvoir et la compétition, surtout quand il gagne, hein, surtout quand il gagne. Et puis, il a évidemment des faiblesses aussi, comme tous les tempéraments. Il est enclin à l'orgueil. Alors, oui, une petite précision. On va souvent parler de enclin à, il a tendance à. Quand je dis qu'il est enclin à l'orgueil, ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux. Euh, mais comme il connaît ses talents et qu'il a beaucoup d'énergie, eh bien, il croit que ses talents viennent de lui. Et donc ça peut amener à l'orgueil. Voilà, c'est simple, ça s'explique simplement biologiquement. J'en profite peut-être pour faire l'une ou l'autre petite précision, parce que les mots euh, colérique, phlegmatique, on entend souvent dans nos séminaires, ouh là là, pourvu que je ne sois pas un phlegmatique, parce que ça sonne pas très bien, quoi. Ça paraît pas très reluisant. En fait, c'est biologique, ça veut dire que moralement, c'est tout à fait neutre. C'est pas des jugements de valeur, d'accord? Donc c'est un donné, c'est un fait, comme le fait d'avoir des yeux bleus, etc. Donc le colérique, c'est pas quelqu'un qui se roule par terre dès qu'il a une contrariété. Le phlegmatique, c'est pas un paresseux, etc., etc., hein. Deuxième petite précision, c'est un don, je l'ai dit. Et donc, il faut le prendre comme tel. Aucun tempérament n'est meilleur qu'un autre. En termes de leadership, tous les tempéraments sont bons. Tout dépend ce qu'on en fait, d'accord? Donc, en termes de grandeur et de service, avec n'importe quel tempérament, on peut y arriver. Donc, comme c'est un don et qu'aucun n'est mauvais, qu'ils sont tous bons, il faut aimer son tempérament. Alors, donc, je continue la description des faiblesses du colérique, donc enclin à l'orgueil, je disais, mais aussi, il agit sans trop réfléchir, hein. Vous voyez que là, on a mis que la réflexion était un problème pour lui. Donc, il est un peu activiste, il aime la confrontation, enfin, voilà, il n'aime pas reconnaître ses erreurs, par exemple. Et puis, une chose aussi très importante, c'est qu'en fait, il ne voit pas les autres personnes. Il les respecte pas, il les écoute pas, il délègue pas, il fait pas grandir, il responsabilise pas. Voilà, il connaît pas leurs sentiments, ça l'intéresse pas du tout. D'accord? Alors, je donne la vertu des filles, mais évidemment, c'est Christophe qui, plus tard, en parlant des vertus, va les détailler un peu plus. Mais donc, la vertu des filles du colérique, donc son axe de croissance privilégié, c'est l'humilité fraternelle, le service. Alors, je disais tout à l'heure qu'il fallait aussi continuer à travailler les forces.
Et c'est vrai que souvent, en termes d'éducation, on dit ben, il faut s'appuyer sur les points forts, il faut partir du positif et pas toujours dire oui, mais ça, tu ne fais pas bien, donc non. Donc, la vertu des filles est un axe. Mais si on ne travaille pas nos forces, comme c'est biologique, le jour où le biologique ne suit plus, on n'est plus rien, on est un pantin. Je prends l'exemple de nouveau du colérique, puisque c'est de celui-là qu'on parle. Un colérique qui n'a pas travaillé la persévérance, par exemple, ou l'endurance, le jour où il est bien malade, il va rester dans son lit et il va rien faire. Pourquoi? Parce que son énergie était purement biologique. Elle ne s'appuyait pas sur le caractère. Donc, il faut essayer d'acquérir les vertus, que le biologique se transforme en une force spirituelle, qui est la définition de la vertu. Ça va? Alors, on va passer au mélancolique. Son moteur à lui, c'est les idées. Lui, il se sent très bien quand il est en train de contempler, de réfléchir, de lire. Voilà. Tout seul dans sa chambre ou dans la nature, il est bien. Il cherche la perfection. Euh, il est endurant. Il est endurant, il est patient. Il connaît ses talents aussi, mais pas de la même façon que le colérique. Le mélancolique, il connaît ses talents, mais il sait que ce sont des dons. Et puis évidemment, il a les faiblesses qui sont un peu le pendant des forces, c'est-à-dire qu'il a une tendance à l'auto-absorption, c'est-à-dire à rester centré en lui-même, sur son monde intérieur. C'est pas mauvais en soi, parce que c'est de là que jaillissent les idées, la créativité, l'imagination, mais trop, c'est trop, bien sûr, hein. Il craint l'action aussi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas parfaite et que lui il veut la perfection. Il n'aime pas l'incertitude, il n'aime pas les risques, il est enclin au pessimisme, le mélancolique. Il va imaginer 36 choses mauvaises qui vont se passer alors qu'en réalité, ça n'arrivera jamais. Donc quand on a un enfant qui est mélancolique ou principalement mélancolique, il faut lui dire, ne t'inquiète pas, tout ce que tu imagines là, ou 90% de ce que tu imagines là, c'est dans ta tête. Et ça n'arrivera pas. Donc vas-y. C'est aussi un mauvais équipier, évidemment, parce qu'il veut faire les choses à sa manière, qui est parfaite. Et puis, il a tendance à critiquer les autres aussi, forcément, puisque les autres ne sont pas aussi parfaits. Alors, par exemple, quand on a un enfant mélancolique, imaginons qu'il ait un travail à rendre pour l'école, eh bien, il ira jusqu'au bout, mais au bout du bout, jusqu'au mini détail. Et à un moment donné, il faudra probablement lui dire, arrête, c'est bien comme ça, parce que sinon, il ne terminera jamais, parce que ce sera jamais assez parfait. Et donc, il pourrait devenir perfectionniste dans le mauvais sens du terme alors. Euh, de même, un enfant mélancolique, ben, naturellement, il préférera être tout seul à lire un livre que de faire un jeu de société où il est confronté aux autres. Il faut le savoir, parce qu'il faut, nous, pouvoir comprendre nos enfants pour pouvoir mieux les aider. Alors, la vertu des filles du mélancolique, l'axe sur lequel il va devoir plus fournir d'efforts toute sa vie, eh bien, c'est l'audace. L'audace qui est la partie passive du courage. Alors, le sanguin, on peut parler du sanguin maintenant. Alors, le sanguin, lui, ce qu'il fait vibrer, c'est les personnes, les relations humaines. Il vit pour ça. Il vit pour ça. Il aime les personnes. Il veut les rendre heureuses. Il est empathique. Il, il ressent ce que ressentent les autres. Il sait toujours si on va bien ou si on va pas bien. Euh, il aime l'aventure aussi, l'amusement. L'amusement est une grande source de motivation pour lui. Il est entreprenant. Et puis, ces cinq sens, il les utilise à fond. Il voit tout, il entend tout, il sent tout, enfin, il écoute tout. Enfin, voilà, c'est à fond. Il connaît tous les détails. Et donc, un sanguin, par exemple, vous aurez en principe pas de mal à lui faire un jeu de société ou des jeux en équipe. Il n'est pas là pour gagner, lui. En fait, il s'en fiche de gagner. Il est là juste pour s'amuser avec les autres, pour passer un bon moment avec les autres et leur faire passer un bon moment. Et puis les faiblesses sont bien sûr de nouveau le pendant, c'est-à-dire qu'il a difficile à maîtriser ses cinq sens. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut pouvoir maîtriser. Par exemple, pour se concentrer en classe, si dès qu'il y a un enfant qui bouge quelque part, il est... bon, ben voilà, il faut apprendre à maîtriser les sens. Alors, l'importance de l'amusement pour la motivation, ça aussi, c'est une faiblesse en ce sens que ben, s'il a un prof qui est un peu ennuyant, il va pas accrocher. Par contre, s'il a un prof qui apprend les choses avec des jeux, avec des sketchs, avec de l'interactivité, avec des blagues, ou un prof qui fait des blagues, ça va marcher. Il est enclin à la superficialité et à l'instabilité parce qu'il est attiré par la nouveauté, justement. Toujours la nouveauté. Donc, vite, il s'ennuie. Et puis, il veut plaire à tout le monde. Et donc, le problème du sanguin, dans ce cas-là, c'est qu'il a du mal à refuser, par exemple, une invitation ou un coup de main. On lui demande, ah, tu viens demain à mon goûter d'anniversaire.
Ah oui, oui, super. Et en fait, il a déjà une autre invitation, mais il ne sait pas dire non parce qu'il veut faire plaisir à tout le monde. Donc ça crée des gros problèmes, évidemment. Et donc, évidemment, on ne peut pas compter sur lui. Du coup, sa vertu défi à lui, sa vertu de challenge, eh bien, ça va être l'endurance, la persévérance, qui est l'autre partie du courage. Et là, on va terminer par le flegmatique, dont le moteur est la paix. Une des forces du flegmatique, c'est qu'il a une approche très rationnelle de la réalité, tout à fait dépassionnée. Il sait écouter et il est empathique. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas, nous a appris Alexandre Avart, qui a vécu pas mal d'années en Finlande, quand il y a des conflits internationaux, on fait souvent appel à des négociateurs finlandais, parce qu'il semblerait que le peuple finlandais soit dans une grande majorité flegmatique. Et c'est vrai on connaît plusieurs négociateurs finlandais. Dans une fratrie, un flegmatique, c'est un élément super important aussi parce que, inévitablement, quand il y a plusieurs frères et sœurs, il y a des disputes. Inévitablement. Et avec les amis, pareil, à l'école et tout. Lui, il va calmer les choses. Il va remettre les choses à leur juste place. Donc, c'est vraiment un élément super important. Euh, il a le sens de la coopération et du devoir. Il a une volonté de faire que souvent on ne voit pas. Mais voilà, il est persévérant, il va jusqu'au bout, il est constant. Et puis, c'est très difficile de lui faire perdre son calme. Nous, on a un enfant flegmatique et on n'est aucun des deux flegmatique. Et donc, il y a des moments où on connaissait pas les tempéraments à l'époque, on était complètement perturbé. Par exemple, quand je le secouais un peu trop fort pour des devoirs qui n'avançaient pas ou un manque de concentration dans les devoirs, etc. Eh bien, il bougeait pas. Il bougeait pas. Il disait rien. Même physiquement, il restait avec ses bras croisés, sa tête comme ça, et il bougeait pas. Et moi, ça m'énervait encore plus, mais je ne comprenais pas. Et bon, après, évidemment, à force de le connaître, j'ai vu une autre manière de faire comprendre les choses, mais je ne savais pas que c'est parce qu'il était flegmatique. Donc voilà, un colérique, lui, si vous l'enguirlandez, ben, il va vous rétorquer immédiatement, il va vous envoyer quelque chose à la figure, enfin, verbalement, hein. Euh, voilà, donc chacun aura ses réactions, mais le flegmatique, voilà, sera comme ça. Le sanguin, il va se mettre à pleurer, à vous faire une comédie du tonnerre pour que vous craquiez. Bon, alors, les faiblesses du flegmatique, mais ça va être de nager dans le sens du courant, on va dire. Il aime bien le statu quo, il aime bien être dans sa zone de confort. Il n'aime pas prendre des risques, il n'aime pas les conflits, il a peur de se tromper. C'est pour ça qu'il n'aime pas prendre les risques. Et puis, il se sent facilement dépassé. Et, euh, et donc, effectivement, par exemple, il déteste les conflits. Je me souviens de cet enfant flegmatique. Tout le monde l'aimait bien à l'école parce que euh, il était toujours pour le consensus. Lui, il arrivait toujours à mettre tout le monde d'accord. Et s'il fallait céder, ben lui, il cédait, ça ne lui demandait pas d'effort. Voilà. Donc, de nouveau, un tempérament qui, au niveau du nom, du vocable, paraît pas très attirant et qui en fait est un très beau tempérament. La vertu des filles du flegmatique, alors ça c'est une autre paire de manches, c'est la magnanimité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à rêver. Il faut qu'il apprenne à rêver, à être un peu moins rationnel. On en parlera tout à l'heure. Alors voilà, en plus de mieux se connaître, donc les tempéraments évidemment aident à mieux se comprendre et à éviter parfois des catastrophes. Alors je prends quelques exemples voilà, de tempéraments différents qui peuvent se mélanger dans une famille pour essayer d'être un peu concrète. On imagine un enfant sanguin. Un enfant sanguin, on a dit qu'il aimait être avec les personnes, donc lui, lire un livre de A à Z, je parle d'un vrai livre, hein, pas une BD ou, euh, tout seul, ça va pas le faire. Il va pas y arriver, ça l'enchante pas du tout, ça l'amuse pas du tout, ça l'ennuie carrément. À moins que ce soit vraiment le bouquin, je ne sais pas quoi, mais ça sert à rien de se fâcher. Il faut juste savoir que c'est biologique, il est constitué comme ça, et donc il faut trouver des trucs pour l'aider. Raconte-nous ce soir à table le chapitre que tu as lu, ou on va faire un sketch de chaque chapitre, ou enfin voilà, sur le mode de l'amusement pour essayer de le motiver, et que petit à petit, il arrive à se rendre compte que oui, il est capable de lire jusqu'au bout, et que ça peut lui plaire, et qu'il apprend, etc. Alors cette fois-ci, je prends une maman sanguine avec un enfant colérique. L'enfant colérique, donc il est toujours occupé à faire quelque chose. Il a toujours un projet en cours qu'il est en train d'avancer. Il fonce et il ne voit pas les autres. Et notamment, il ne voit pas ses frères et sœurs qui sont autour de lui. Et donc la maman sanguine, elle pourrait se dire, wow, mon fils, c'est un égoïste. Il pense qu'à lui et à ses trucs à lui. La maman sanguine, pour elle, elle voit que les personnes. C'est ça qui la motive. Donc que son enfant ne voit pas les personnes, ça la choque profondément. Ben non, en fait, il est juste comme ça. Voilà. Un enfant mélancolique, par exemple, avec des parents, un couple colérique et sanguin. Un papa colérique, disons une maman sanguine. Le colérique,
Avec un enfant mélancolique, il va se dire, Pfff, ma fille est paresseuse, elle est toujours couchée sur son lit en train de rêver au plafond ou de lire un livre, par exemple. Et elle n'agit pas. Elle n'agit pas, elle fait rien. La maman sanguine, elle va se dire, ah, ma fille, elle est complètement asociale, elle est toujours toute seule, elle est peureuse. Voilà, vous voyez, ça, c'est des jugements moraux, c'est des jugements de valeur, c'est des défauts, c'est des vices. Dire peureux, asocial, paresseux. Quand c'est son tempérament, c'est biologique, c'est tout. Et donc, on n'a pas à juger et surtout à ne pas coller des étiquettes qui peuvent les détruire. Et vous voyez l'intérêt de savoir, de connaître les tempéraments, c'est que du coup, on n'interprète pas ça en termes de morale. Donc, oui, c'est ça, on ne porte pas de jugement moral. Et c'est vrai qu'un enfant qui biologiquement ne peut pas faire autrement tant qu'on ne lui a pas appris, ça peut le détruire d'être traité comme ça. Ça peut faire des catastrophes, hein. Comment est-ce qu'on peut aimer et aider nos enfants si on ne les connaît pas et si on ne les comprend pas? Et puis, je prends un dernier exemple, un enfant flegmatique avec un papa ou une maman, peu importe, colérique, par exemple. Alors, le papa ou la maman colérique dit, mon fils, c'est un mou, il fait tout le temps des concessions, il s'impose jamais. Le papa ou la maman sanguine va dire, mon fils est hyper froid, il ne montre aucune émotion. Parce que le sanguin, c'est les émotions, c'est les cinq sens. Et puis le papa ou la maman mélancolique va se dire, mon fils, mais quel triste gars, il n'a aucune créativité, aucune imagination, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de relief. Parce que voilà, quand on ne se comprend pas, c'est le genre de choses qu'on peut dire. Et puis, je termine en disant que on vous a dit que le but du leadership vertueux, c'était de vivre la grandeur comme service. C'est important de connaître nos talents parce qu'on ne peut pas servir avec ce qu'on n'a pas. On ne peut servir qu'avec ce qu'on a. Et je passe la parole à Christophe. Et voilà, et donc vous connaissez les tempéraments. On va maintenant aller plus loin et voir comment du tempérament vous passez à construire votre caractère. Alors, les caractères, c'est l'application des vertus, c'est le fait que les vertus vivent en vous et que vous les faites vivre. Et tout ça a été décrit d'une façon extraordinaire par Aristote dans un bouquin génial qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque. Et tout sort de là, en fait, à part peut-être la magnanimité. Donc, on va étudier le caractère, comment il se construit. Eh bien, comme vous l'a dit Véronique, nous naissons, vos enfants naissent avec un tempérament biologique, génétique. Rien à faire, il ne changera jamais. Très important, comme l'a dit Véronique, c'est d'abord, je dois me connaître moi-même. Je dois essayer d'identifier avec cette méthodologie quel est mon tempérament. Ça me permet de me connaître mieux et d'adapter mes réactions aux autres. Mais ce qui est important également, c'est bien sûr de connaître le tempérament de vos enfants. En appliquant la même méthodologie, vous pouvez le connaître très rapidement. Pourquoi? Parce qu'au plus ils sont jeunes, au moins ils sont influencés par l'éducation que vous leur donnez, et donc au plus leur tempérament est facile à décrypter en fait. Donc c'est un travail qu'on vous recommande de faire le plus vite possible avec chacun de vos enfants. Au plus ils sont jeunes, au plus ce sera facile. Donc vous avez un jeune enfant dans les bras, il vient de naître, il va grandir dans votre famille avec son tempérament, et il a aussi des capacités naturelles. Il a des dons. On va en parler par la suite, mais les dons, votre tâche à vous en tant qu'éducateur, en tant que parent, c'est de l'aider à les découvrir. Ils doivent découvrir les dons, ils doivent connaître leurs dons. Vous ne les poussez pas à l'orgueil, vous les poussez juste à l'humilité et on en reparlera. Je clôture ce chapitre pour le moment. Une fois que vous avez identifié les capacités naturelles, et elles sont là aussi à la naissance en fait, eh bien arrive l'éducation. Et donc, en tant que parent, vous transmettez un savoir, vous transmettez un savoir-être et un savoir-faire. Et cette transmission, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très cher à François-Xavier Bellamy. Vous transmettez quelque chose, en fait. Vous ne laissez pas le bon sauvage croître tout seul. Vous l'aidez à grandir en lui transmettant ce que vous êtes, ce que vous savez et ce que vous savez faire. Cela, c'est bien sûr au début le rôle des parents, et petit à petit, l'école va s'en charger, la haute école, et aussi l'entreprise. Et en fait, on continue à grandir en savoir, savoir-être et savoir-faire tout au long de sa vie. Il n'y a jamais un point stop en disant j'y suis arrivé. Non, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle, vous continuez à absorber, à recevoir le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Et ensuite, une fois que vous recevez ce savoir, vous allez commencer à acquérir les vertus
grâce à des efforts répétés. Et en fait, la vertu, c'est quoi? C'est une capacité à faire le bien, mais c'est une capacité répétitive. C'est-à-dire que au plus vous produisez un effort pour arriver à pratiquer une vertu, au moins l'exercice de cette vertu est difficile. Et au plus l'exercice de cette vertu vous donne du plaisir. Je vous donne un exemple. La vertu de l'ordre, c'est la première des vertus qu'un enfant peut acquérir et c'est vers l'âge de 4-5 ans. Et si vous aidez vos enfants petit à petit à croître dans la vertu de l'ordre, à ranger leur chambre, et petit à petit à faire en sorte qu'ils aient ce réflexe de ranger leur chambre, au plus ils pratiquent cette vertu, au moins elle devient difficile parce qu'elle rentre en mode automatique. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie la mémoire musculaire, en fait, d'une certaine façon. Ça rentre dans vos réflexes et vous êtes naturellement ordonné. En fait, c'est pas naturel, c'est que vous avez pu acquérir cette vertu grâce à des efforts répétés. Et au plus vous avez fourni d'efforts, au moins ça va être difficile et au plus les résultats vont être visibles et au moins vous devez produire d'efforts pour y arriver. Et c'est ce qu'on appelle en fait la roue de Deming ou le Plan d'Object Act, c'est-à-dire que pour apprendre à un enfant à avoir de l'ordre dans sa chambre, vous n'allez pas lui dire je veux que ta chambre soit en ordre. Là, vous n'y arriverez pas. Donc petit à petit, vous allez pouvoir lui fixer des objectifs en disant écoutez, je voudrais que telle partie de ta chambre, que de ton bureau, ça soit en ordre et toutes les semaines, on va regarder ensemble. Donc vous planifiez un petit objectif, vous le faites avec lui ou vous lui faites faire, et puis vous le vérifiez et vous voyez comment on peut s'améliorer et puis on recommence la roue. Ça, c'est vraiment les efforts répétés qui vous conduisent, pardon, à acquérir des habitudes. Et ces habitudes qui vous font faire le bien, qui vous font tendre vers le bien, ce sont les vertus. Alors, tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, bien sûr, c'est l'éducation qui se pose sur le socle du tempérament et des capacités naturelles. Une petite chose dont il faut être conscient, qui n'est pas forcément du leadership vertueux, mais c'est quand même vachement important, c'est que vous, en tant que parent, vous allez appliquer par rapport à vos enfants des filtres. Et en fait, vous allez, sans le savoir, produire chez eux ce qu'on appelle des petites blessures d'éducation. Donc, si vous êtes un papa stressé qui recherche l'ordre, vous allez, d'une certaine façon, dans l'éducation, transmettre cette façon d'être à vos enfants ou à une partie de vos enfants, en fait. Et donc, vos enfants auront tendance à être je dois être rapide, ou je dois être parfait, ou je ne peux pas montrer mes émotions. Donc, c'est ce qu'on appelle les blessures de l'enfance, les filtres de l'enfance, qui vont aussi avoir une influence sur l'éducation. Tout ça, tout ce travail, c'est l'acquisition des vertus du caractère que nous allons étudier maintenant. Mais ce qui est important de savoir, c'est que à partir du moment où vous acquérez les vertus, vous devenez une personne libre et responsable. Parce que vivant de façon vertueuse, vous êtes capable de vous maîtriser, vous êtes capable de choisir la façon dont vous voulez vivre, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous êtes libre et responsable. Voilà, et tout ça, c'est la personnalité. Et donc la personnalité, c'est vraiment la conjonction d'un caractère, d'une personne qui a été construite sur base du tempérament, quelque chose, une personne qui a petit à petit évolué et qui continuera à évoluer toute sa vie, mais en se basant sur le caractère. Donc voilà comment, d'une certaine façon, on passe du brut de décoffrage qui est le tempérament, sur lequel, grâce à l'éducation, on va construire petit à petit les vertus et on va aider la personne à acquérir les vertus et avoir du caractère. Donc, et ça, c'est bien sûr avant tout le rôle des parents. Ça sera par la suite le rôle de l'école. Ça peut aussi être le rôle des grands-parents et de tout l'entourage. Alors, on va d'abord étudier les quatre vertus de base, et puis on verra les deux vertus du leader. Les quatre vertus de base, selon Aristote, si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas un être humain. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'on a tous ces vertus en nous, en fait. On a tous, c'est pas vraiment en essence, mais c'est un pouvoir à développer ces vertus. Et c'est ce que vous disait Véronique, c'est que nous avons tous la même nature humaine. Et donc nous avons tous la même capacité à acquérir ces vertus parce qu'il y a un gisement de vertus en nous. Nous avons été créés vers le bien et il n'y a aucun être humain normalement câblé qui ne recherche pas le bonheur, en fait. Donc, en recherchant le bonheur, on croit en vertu, et les vertus, c'est vraiment l'habitude de tendre vers le bien. Donc, il y a quatre vertus. La première, c'est la prudence. La prudence, c'est le socle des vertus. Donc, c'est la première des vertus dont on veut parler, et c'est elle qui est la base des autres vertus qui, petit à petit, vont se développer chez chacun. Et la prudence, c'est être capable de prendre des bonnes décisions.
Et cette vertu se subdivise en deux. Vous devez être capable de délibérer et vous êtes capable de décider. Si vous délibérez sans arrêt, mais que vous procrastinez votre décision, vous n'êtes pas prudent. Parce que vous réfléchissez, mais vous ne décidez pas. Si par contre, vous décidez, mais sans réfléchir, vous n'êtes pas prudent non plus. Donc, si vous voulez être prudent, vous devez habituer vos enfants et vous habituer vous-même à délibérer avant de décider et ensuite à décider. C'est extrêmement important parce que cette vertu, c'est vraiment la vertu de l'intelligence pratique. C'est-à-dire que vous confrontez d'une certaine façon votre grille de lecture du monde à la réalité et sur base de cette réalité, vous allez analyser les faits pour prendre une décision. Regardez la réalité en face. C'est vraiment la première des choses dans la délibération, c'est que je ne me laisse pas influencer par des réflexes ou par autrui. J'essaie d'être objectif et de voir quelle est la réalité sur laquelle je peux décider. Donc j'analyse les faits, en fait. Et je refuse de me mentir à moi-même. Je n'essaie pas de m'auto-justifier en disant j'ai très faim, je vais manger 15 caramels. Non, là, je m'auto-justifie, mais je ne suis pas forcément prudent. La prudence dans la délibération, c'est aussi la capacité à demander conseil. Donc, si je ne suis pas sûr ou si j'ai des doutes, je vais demander conseil. Tout en étant bien conscient qu'en demandant conseil, vous restez le responsable de la décision. Et donc, si je demande un conseil, mais que le conseil m'amène à prendre une mauvaise décision, je ne vais pas me retourner vers la personne qui m'a conseillé en disant tu t'es trompé. Non, c'est moi qui me suis trompé en écoutant un conseil, mais sans vraiment aller beaucoup plus loin. La délibération, c'est aussi être capable de ne pas suivre le troupeau. C'est-à-dire que si tout le monde le fait, ben, ce n'est pas pour autant que moi je vais le faire. Si tout le monde fait payer des honoraires à sa femme parce que je suis parlementaire, ben, ce n'est pas pour autant que je peux justifier le fait que ça se fait. C'est peut-être un manque de prudence. Voilà. Donc, une fois que j'ai réfléchi, je décide. En décidant, je dois être conscient que je n'ai pas des certitudes. Donc, je dois être capable de surmonter la peur de me tromper. Et le fait de se tromper, ça va nous arriver très souvent. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a été prudent, qu'on a délibéré et qu'on a décidé qu'on ne se trompe pas. Donc, la prudence, c'est être conscient qu'en prenant mes décisions, je peux me tromper. Si je suis papa et qu'un de mes enfants a fait une grosse bêtise, si je lui flanque une taloche tout de suite, je ne suis pas prudent parce que je n'ai pas délibéré. J'ai même pas décidé, je me suis laissé emporter par mon instinct. Si par contre mon enfant vient me dire, écoute, j'ai fait une bêtise, et que je lui dis, je te félicite d'être venu me le dire, tu n'as pas menti, et ça c'est le principal, et on va voir comment on peut réparer ça, je délibère et je décide. Et on va choisir ensemble, est-ce qu'il faut une punition? Est-ce qu'il ne faut pas de punition? Quelles sont les mesures correctives qu'on va pouvoir prendre? Là, je suis un papa prudent. Et donc, en tant que père, je dois apprendre à mes enfants, justement, à être capable de décider en réfléchissant et à décider, et en étant conscient aussi qu'on peut se tromper. Et donc, la dernière action, c'est vraiment être sûr que quand je décide, je mets en œuvre mes actions sans tarder. Donc, j'ai réfléchi, je décide et je fonce. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la prudence et c'est quelque chose qui va être vital pour nos enfants tout au long de leur vie. C'est-à-dire que tout le temps, ils vont devoir prendre des décisions. Donc, on doit leur apprendre à réfléchir et à décider et à pas tomber dans un des deux travers du manque de prudence, en fait. Alors, on passe à la deuxième vertu de base, la vertu cardinale, hein, c'est le courage. C'est-à-dire que je dois prendre des risques et je dois être capable de maintenir le cap. Et ce courage se subdivise en deux ailes. La première, c'est l'endurance et la deuxième, l'audace. L'endurance, c'est une fois que j'ai décidé, je maintiens le cap. Je ne me laisse pas influencer, en tout cas pas trop rapidement, par des avis externes qui nous disent c'est stupide ce que tu fais, c'est mauvais ce que tu fais. Bon, il peut arriver qu'à un moment ou d'autre, on se dise tiens, j'ai été prudent, mais je me suis trompé, et donc là, je dois changer de cap. Mais globalement, l'endurance, c'est de dire je ne me laisse pas influencer par n'importe qui, ma décision est prise, je l'ai bien réfléchi et je suis persévérant en fait. Si je décide de suivre des cours de piano et qu'après un mois, je dis à mes parents, oh, ouais, j'en ai marre, c'est trop fatigant,
ben, je suis pas endurant. Et si les parents acceptent de dire, après un mois, ça va mon grand, on va arrêter tout ça, les parents ne le forment pas l'endurance. Donc, globalement, il faut que les parents disent à un moment, je souhaite que tu fasses un effort sur une période bien déterminée pour voir si ça ne marchera pas par la suite. L'endurance d'abord. L'audace, en fait. Une fois que je suis prudent, je dois pouvoir me permettre d'être audacieux. C'est-à-dire que je dois pouvoir prendre des décisions qui peuvent être risquées ou qui peuvent apparaître risquées. Mais souvent, on va prendre des décisions sans le savoir et on doit pouvoir mettre un petit grain d'audace dans dont la façon dont on décide. Et donc, on doit s'habituer à prendre des risques. Et ça, c'est très important. L'endurance, c'est le pan passif de la vertu. C'est-à-dire que j'ai décidé et je continue sur ma lancée. L'audace, c'est le pan actif. C'est-à-dire que je me demande si je suis capable de prendre des décisions qui me sortent de ma zone de confort, qui me font prendre des risques. Est-ce que je vais être capable d'aller plus loin que la simple euh, idée, je reste dans ma zone de confort et je ne vais pas plus. On dit aussi beaucoup, et c'est une observation qu'on a faite, que l'endurance est une vertu sans doute un peu plus féminine, alors que l'audace est sans doute une vertu un peu plus masculine, en fait. Donc les jeunes garçons auront un peu plus de facilité naturelle à prendre des risques et à prendre des décisions audacieuses, voire à adopter des comportements audacieux, alors que les petites filles, les jeunes filles auront plus la facilité à poursuivre sur leur lancée, à être assidus dans leurs études et à persévérer. Voilà la deuxième vertu que l'on peut apprendre donc très rapidement grâce à l'éducation. La troisième vertu, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que je dois être capable de diriger mes passions. Alors, les passions, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, les passions en tant que telles, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce qui rend une passion bonne ou mauvaise, c'est ce que j'en fais. C'est-à-dire que quel est l'objectif que je veux poursuivre, qu'est-ce que je veux mettre en œuvre pour poursuivre ma passion. Et ça va nous dire si c'est bon ou c'est mauvais. Les passions basses, c'est-à-dire les passions qui me poussent à l'orgueil, à l'égoïsme, peut-être même à subtiliser une pièce de 2 euros à mes parents, ce sont des passions basses qu'on doit essayer de maîtriser. Et donc, on doit apprendre à nos enfants à dire, tu as peut-être envie de le faire, et c'est normal, parce que finalement, tu es un être humain, mais tu dois apprendre à maîtriser cette passion et à ne pas passer à l'acte. Par contre, les passions bonnes, ben, ce sont des désirs nobles, c'est le fait d'aider les gens, c'est le fait de vouloir étudier, c'est le fait de faire plaisir à ses parents. Donc tout ce qui est noble, tout ce qui me mène vers le bien, ben, nous devons aider nos enfants à les développer et à les intensifier un maximum. Je vais prendre un exemple qui va vous éclairer, je pense, la colère. La colère en tant que telle n'est ni bonne ni mauvaise. La colère, enfin, le caractère moral de la colère dépendra de ce à quoi je l'applique. L'exemple de la mauvaise colère, c'est sur la route, quelqu'un me fait une queue de poisson et je vais me venger, mauvaise colère. Si un de mes enfants rentre à la maison avec un bulletin très mauvais et que sans réfléchir, je lui en flanque une, c'est une mauvaise colère. Je dois réfréner ma colère. Et en montrant cet exemple dans lequel je réfrène ma colère, j'éduque mes enfants et je leur apprends aussi à ne pas se mettre en colère. Vous verrez que dans certains cas, vos enfants, à 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, ils peuvent avoir une tendance très forte à se mettre en colère parce que vous leur avez donné une banane et que vous êtes en train de manger un morceau de baguette avec un bon morceau de jambon. Et ils vont sans doute se mettre à hurler. Enfin, certains d'entre eux pourront se mettre à hurler en disant, moi je veux ça. Comment vous, parents, vous allez réagir pour les éduquer à cette vertu-là? Est-ce que vous allez lui dire, très bien, mon enfant, laisse tomber ta banane, je te donne mon pain au fromage ou au jambon? Ou est-ce que vous allez lui dire, non, tu as demandé une banane, maintenant tu manges ta banane, tu n'auras rien d'autre tant que tu n'as pas mangé ta banane. Voilà, c'est ça aussi l'éducation aux vertus. Un exemple d'une vertu positive, Une ben, colère. pardon, d'une colère positive, vous avez dans la cour de récré un enfant qui se fait harceler par ses congénères. Si votre fille ou votre fils décide d'intervenir parce que ça le met en colère et qui va protéger cet enfant, qui va aller l'aider, eh bien, c'est une noble colère et c'est quelque chose qu'il faut susciter.
Imaginez que votre gamin qui a 15, 16 ans voit une jeune dame se faire arracher le sac dans la rue, son sang en bout. Ça fait ni une ni deux. Il va courir après le voleur pour reprendre le sac et le donner à la vieille dame. Peut-être qu'il a pris des risques, peut-être qu'il était un peu trop audacieux, mais en tout cas, sa colère a été bonne parce que ça lui a permis de rétablir la justice. Voilà, ça c'est vraiment la maîtrise de soi. On en arrive à la quatrième, à la quatrième vertu, je regarde l'heure, oui, c'est la justice. Et la justice, ce n'est pas être égal avec tout le monde, c'est donner à chacun son dû. Ça veut dire que chacun de nos enfants ont des besoins différents et qu'en fonction de leur tempérament, de la façon dont ils ont reçu l'éducation que vous leur avez donnée, ils ont des besoins différents. Et donc, vous devez vous adapter à leurs besoins. Vous devez leur donner à chacun leur dû en fonction de ce qu'ils ont besoin. Certaines personnes croient que la justice, c'est contractuel. J'ai signé un contrat avec telle personne, il va appliquer le contrat et sera ça juste. Pas du tout. La justice, ça se base sur l'amour, en fait. C'est vraiment ça qui, qui draine tout. Dans une de mes vies précédentes, dans une grosse usine, un syndicaliste m'a dit un jour, tu sais Christophe, pour être un bon manager, il faut aimer les gens. Eh bien, je trouve qu'il a tout résumé. C'est-à-dire que vous serez juste si vous aimez les gens et si vous leur donnez ce à quoi ils ont droit. Et donc, ça commence par la communion. Nous sommes tous des êtres humains. Nous partageons cette nature humaine. Et donc, je dois être juste avec chacun. La justice, c'est pas des grandes idées en disant chacun de mes enfants reçoit 5 euros par mois pour aller s'acheter ce dont ils ont besoin. La justice, ça commence par être de bonne humeur en tant que papa ou en tant que maman et être souriant le matin quand je me lève et d'accueillir mes enfants avec un sourire. Ça, c'est la justice. Parce que je leur dois ce sourire. En tant que père, ils ont droit à avoir de ma part un sourire. Ne parlons même pas, dans certaines familles, on peut voir parfois que les gens ne se saluent pas en se levant le matin. Voilà. Alors, moi, je considère personnellement, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, que saluer mes enfants, leur faire la bise, c'est quelque chose auquel ils ont droit parce que je suis leur père. Et ça, c'est la justice. Donc, on vit vraiment dans un monde de communion. Et dites-vous surtout, ce qui est important, c'est que ce monde de communion, on pourrait croire que ce n'est applicable à la vie familiale, c'est aussi applicable dans l'entreprise. À tous les niveaux, la communion est quelque chose de très important pour former une équipe et pour former une famille encore plus en fait. Une autre manifestation de la communion, c'est la vérité. Je ne peux jamais mentir à mes enfants et je dois essayer de leur apprendre à ne pas mentir. Nous avons toujours dit à nos enfants, je préfère que tu viennes m'annoncer une catastrophe plutôt que de me la cacher. Et en tout cas, je serai beaucoup plus fâché si tu me la caches que si tu veux me la dire. Et la punition sera beaucoup plus importante si tu me mens que si tu me dis la vérité. Mais il faut l'appliquer. C'est-à-dire que si un enfant vient vous dire, papa, j'ai fait une grosse bêtise, et vous commencez à lui hurler dessus, la prochaine fois, il viendra plus le dire. Donc, selon votre comportement et selon la façon dont vous vivez cette vertu de la justice et de la maîtrise de soi, votre enfant va comprendre très vite ce que c'est que la communion et la nécessité de vivre dans la vérité. Donc, cette communion, c'est l'empathie, c'est l'amitié, c'est la joie, c'est être capable de développer l'amitié avec ses enfants, même si c'est un peu difficile, parfois pour certaines générations. Et c'est aussi la capacité à pardonner. C'est-à-dire que chaque être humain commet chaque jour une bêtise par personne qu'il rencontre. Il faut se dire ça. Donc vous faites des bêtises tous les jours. Et en principe, ben, vous vous pardonnez ou vous vous faites pardonner. Par rapport à nos enfants, c'est extrêmement important de montrer que nous leur donnons ce pardon. Ils doivent expérimenter quotidiennement ce pardon. Ça, c'est la justice. Parce que vous leur donnez ce à quoi ils ont droit, vous êtes leurs parents, vous devez être le premier à leur pardonner. Et puis arrive le bien commun. Le bien commun, c'est un des autres aspects de la justice, c'est que les enfants doivent connaître petit à petit, de mieux en mieux, ce qu'est le bien commun, ce qu'est la famille, mais ce qu'est aussi le bien commun de la patrie, le bien commun de l'entreprise, le bien commun du mouvement de jeunesse, etc. Et je vais vous donner aussi un exemple. Si vous dites à un enfant, euh, je trouve que tu travailles pas assez, tu es un vrai fainéant. 9 fois sur 10, soit il vous rionnez, soit il vous écoute même pas. Si par contre vous lui dites, tu sais, moi, je trouve que tu n'es pas juste, parce que tes frères et sœurs travaillent,
ta maman travaille, peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Ton papa travaille. On fait tout ce qu'on peut pour le bien commun, et toi, pas. Eh bien, t'es pas juste. Je vous assure qu'un jeune, c'est un message qu'il comprend. Alors que si vous lui dites que c'est un fainéant, ça va passer au-dessus de sa carapace. Donc voilà, ça, le bien commun, ça va être extrêmement important. Je regarde l'heure qui passe. Alors, par rapport à l'endurance, donc la vertu du courage dans la longueur, c'est vraiment, comme l'a dit Véronique, la vertu défi du sanguin. C'est-à-dire que le sanguin, il est dans le moment présent, il est toujours dans le moment présent. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Donc le sanguin doit être capable, ou vous devez former vos enfants sanguins à travailler l'endurance, à prendre des engagements dans le temps et à s'y tenir. L'enfant sanguin qui adore le piano, mais qui après 3 jours vous dit c'est trop difficile, je veux abandonner, vous devez l'aider à tenir le coup. Et la même chose pour ses engagements. S'il s'engage à aller voir un copain ou s'il s'engage à inviter un copain et que 3 heures avant il annule, vous devez l'aider à tenir son engagement pour vivre l'endurance et croître dans cette vertu. Je vous le rappelle, vous les aidez à croître dans les vertus en leur faisant exercer la vertu petit à petit. Et au plus ils l'exercent, au plus ça va devenir facile et ils finiront par vous remercier. Par rapport à l'audace, c'est vraiment la vertu de défi du mélancolique, comme Véronique vous l'a dit. Le mélancolique déteste les risques. C'est pour ça qu'il n'aime pas trop l'action. Et donc, il faut pousser le mélancolique petit à petit à l'action. Ne le brutalisez pas, mais aidez-le petit à petit à prendre des actions par petits pas, hein. Il faut vraiment y aller par petits pas et l'aider petit à petit à prendre des actions de plus en plus ambitieuses et de plus en plus audacieuses. Alors, on arrive maintenant aux vertus. Comment? Les vertus des filles sont ici en bas. On arrive maintenant aux vertus du leader. C'est-à-dire qu'on vient de voir les 4 vertus qui font de vous un être humain accompli. Maintenant, en tant qu'éducateur, en tant que parent, vous devez développer 2 vertus supplémentaires qui sont la magnanimité et l'humilité. La magnanimité, c'est vraiment être capable de tendre vers les grandes choses. Donc, vous devez susciter chez vos enfants la capacité à rêver de grandes choses. Essayez de vraiment les amener à aimer les grandes choses, à en rêver, pour ensuite passer à l'action. On va en parler. Pour ça, vous devez aider vos enfants à être conscients de leurs forces et de leurs talents. Donc le rôle d'un éducateur, d'un père ou d'une mère, c'est d'identifier les talents de nos enfants et de les aider à les développer. Il y a 50 ans, quand on disait à un enfant, toi, tu es fort là-dedans, nos grands-parents disaient, oh, tu manques de modestie, il faut surtout pas parler comme ça. Eh bien, excusez-moi, c'était une sorte de castration psychologique. C'est vraiment une erreur. Ce qu'on doit faire, c'est les aider à découvrir leurs talents, à en être fiers, ou en tout cas à remercier la mère nature, on va dire, qui leur a donné, et à les développer. Donc, contempler les talents, en être conscient. Exemple d'une écrivaine dans les années 50 qui avait vendu des millions de bouquins. Et un jour, un journaliste, elle venait de sortir un nouveau livre, lui dit, mais finalement, Madame O'Connor, pourquoi est-ce que vous écrivez? Et le journaliste s'attendait à ce qu'elle réponde, ben, parce que j'aime bien écrire. Et elle a répondu, j'écris parce que j'écris bien. Alors, pour des pusillanimés, ça peut paraître comme de l'orgueil. Oh, qu'est-ce qu'elle est orgueilleuse, cette dame-là. Mais pas du tout. Elle est consciente de ses talents et elle en fait profiter autrui en leur donnant des livres qui leur donnent beaucoup de plaisir et elle en fait profiter de sa famille parce qu'elle gagne de l'argent grâce à ses talents. Donc, la magnanimité, c'est être capable de rêver de grandes choses et de les mettre en action. Alors, nous, parents, nous devons d'abord, nous, être magnanimes. C'est-à-dire, nous devons rêver de grandes choses pour nos enfants et les pousser à réaliser ces grandes choses en les aidant à développer, à découvrir leurs talents et à les développer. Et puis, c'est les aider à passer à l'action. Donc, il ne suffit pas de rêver, mais de se dire, il faut y aller, il faut les développer. Et ça, en faisant ça, vous aidez aussi vos enfants à prendre conscience de leur dignité. Souvent, leur dignité est bafouée parce qu'on leur dit que finalement, ils sont l'ego de singes ou pire encore. Finalement, on doit les aider à prendre conscience de leur dignité et à mettre cette dignité en action. Et à ce moment-là, je vous garantis, ils vont réaliser des choses extraordinaires. La magnanimité. Mais lorsque vous tendez vers de grandes choses, il faut aussi pratiquer l'humilité. Alors, J.C. Lewis, un philosophe anglais, a dit, si vous êtes humble, vous n'avez pas besoin d'être modeste. C'est-à-dire que la modestie, c'est un frein au développement de vos capacités. L'humilité, c'est quoi? C'est se connaître.
c'est vivre en vérité sur soi-même. Donc, je me connais, je connais mes talents, je connais mes défauts. Ça me permet de ne pas être orgueilleux parce que je connais mes défauts, mais ça me permet aussi, petit à petit, de me mettre au service d'autrui parce que j'ai des talents que je veux développer et avec lesquels je vais aider autrui à croître. J'ai travaillé dans une grande société de construction automobile en France, et là, on nous disait, pas de progrès sans humilité. Et ça, c'est fantastique. Quand même dans une entreprise, on vous dit ça, vous ne serez pas capable de progresser si vous ne vous connaissez pas vous-même, si vous ne connaissez pas vos défauts, mais surtout vos talents. Et sachez bien que chaque fois que vous avez des talents, ceux-ci peuvent vous aider à lutter contre vos défauts. Et donc, l'humilité de base, c'est vraiment ce qui vous permet de vous connaître, de vivre en vérité sur vous-même, sans vous surestimer, sans vous sous-estimer. Et puis, cette humilité permet de déboucher sur l'humilité fraternelle, c'est-à-dire que j'ai des talents, je les mets donc au service d'autrui. Et en tant que père et mère de famille, le premier groupe auquel on doit penser et pour lequel on doit mettre ces talents au service, ce sont bien sûr nos enfants. Donc, si j'ai des talents, je les mets à leur service. Si ça peut les aider à développer leurs propres talents, encore mieux. Et même parfois, ça peut les aider à vous dépasser dans leurs propres talents. Et je vous assure que j'ai connu ça avec un de nos fils. On s'était rendu compte qu'il avait un talent, je croyais l'avoir, et je me suis rendu compte qu'il avait ce talent 10 fois plus développé que moi. Voilà, et ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que vous dites, on l'a aidé à découvrir son talent, et lui est allé vachement plus loin. Voilà, donc si vous avez ces deux vertus du leader qui viennent s'ajouter au-dessus des vertus de base, là, vous avez de quoi faire ce qu'il faut pour être un père ou une mère de famille qui va développer ses enfants, qui va les faire grandir, qui va les aider à découvrir leurs talents, à les réaliser, à rêver de grandes choses et à les mettre en application. Dernière chose, n'essayez pas d'être un leader si vous n'avez pas d'abord acquis les 4 vertus de base. Donc les 4 vertus de base sont la porte d'entrée pour la vertu du leader. Voilà. On va passer au suivant. Alors, la magnanimité, c'est vraiment la vertu défi du phlegmatique. C'est-à-dire que le phlegmatique, il est très heureux de vivre dans sa zone de confort, n'a pas trop envie d'en sortir. Et donc, rêver de grandes choses et les mettre en application, il faut l'aider, il faut lui apprendre cette vertu. Donc, si vous avez un enfant phlegmatique, c'est un caractère qui est tout aussi bon que les autres, vous devez vous dire, moi, en tant que parent, comment je fais pour l'aider à grandir dans la vertu de la magnanimité, contempler de grandes choses et les mettre en application. Et puis, l'humilité fraternelle, c'est la vertu défi du colérique. C'est-à-dire que le colérique, il pense qu'il fait toujours les choses mieux que n'importe qui d'autre, donc il n'a aucune envie de déléguer, premièrement, et deuxièmement, il ne se voit pas au service d'autrui. Donc le colérique doit apprendre que ses talents, ils ne sont pas seulement au service de lui-même, de l'obtention de ses propres objectifs, mais il doit les mettre au service de la communauté et dans ce cas-ci, de la famille. Et un colérique, je vous assure, c'est pas dans ses gènes. Imaginez que vous avez un père colérique ou que vous êtes vous-même un colérique qui savait bricoler parfaitement. Si vous vous comportez comme un pur colérique, vous n'allez jamais apprendre à vos enfants à bricoler. Parce que vous allez les engueuler à chaque fois qu'ils font une bêtise et que vous allez vous dire, si je leur apprends ça, moi je vais perdre une demi-heure et je n'ai pas le temps de perdre une demi-heure. Donc le colérique va devoir être capable de se dire, je perds du temps pour aider mes enfants à grandir, je vais leur montrer comment on fait et après, ils vont pouvoir le faire aussi bien que moi, voire mieux que moi. Donc pour le colérique, la défi de l'humilité fraternelle est très important. Alors, on a vu les deux vertus du leader. Maintenant, la question, c'est comment on les développe. Alors, je vais reprendre la parole pour parler de la magnanimité. Donc, pour les 4 vertus de base, comme disait, donc les 4 vertus de base sont des vertus qui sont plutôt ancrées dans la volonté ou l'intelligence, ou la volonté et l'intelligence. Alors, parfois aussi un peu le cœur, notamment la justice. Et donc, quelque part, c'est facile, c'est-à-dire qu'on répète des actes de cette vertu jusqu'à acquérir une habitude qui nous rend plus forts dans ce domaine-là. La magnanimité, c'est la vertu de ceux qui rêvent et qui mettent leurs rêves en action. C'est la vertu de l'excellence humaine, de la grandeur personnelle. Donc, c'est une vertu du cœur. C'est une vertu qui est vraiment ancrée dans le cœur. Alors, quand on a décidé d'être magnanime, comment est-ce qu'on fait? C'est pas une question de muscler notre volonté, c'est pas une question de développer notre intelligence, ça servira à rien. En fait, la magnanimité, elle se transmet par osmose.
donc par l'environnement. On est toujours influencé par notre environnement. Peu ou prou, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'environnement nous influence toujours. Donc, pour développer la magnanimité, eh bien, il faut se créer un environnement magnanime. Puisqu'on est toujours influencé par l'environnement, autant choisir nous-mêmes et créer nous-mêmes ce qui va nous influencer et ce qui va influencer nos enfants aussi, puisque là, on est dans le domaine de la famille. Actuellement, l'environnement n'est plus du tout porteur, au contraire, et donc on doit être très sélectif. On doit vraiment être très sélectif dans beaucoup de domaines. On doit prendre ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui nous élève, et même chose pour nos enfants, bien sûr, je parle surtout pour nos enfants, et on doit rejeter ce qui nous enlaidit ou nous rapetisse au niveau moral, hein, je parle, voilà, ce qui nous abîme. On n'a pas envie, enfin en tout cas nous, mais j'imagine que les personnes qui écoutent le GPS pour la famille non plus, n'ont pas envie que leurs enfants soient des moutons suiveurs de ce qui est tendance, bêtement. On n'a pas non plus envie que nos enfants soient des consommateurs décérébrés, qui réfléchissent jamais. Personne n'a envie de ça. Donc, pour ne pas que ça arrive, il faut faire un plan de croissance pour nos enfants. Quand ils sont petits, on leur fait. Dès le plus jeune âge, on leur fait un plan de croissance. Quand ils sont ados, on les aide à le construire et puis finalement, ils arrivent à le faire eux-mêmes. Mais il vaut mieux faire notre plan nous-mêmes que d'être sur le plan de quelqu'un d'autre ou de quelques grands autres. Parce que si on ne le fait pas, il risque d'être, entre guillemets, esclavagisé. Je ne sais pas si le mot existe, mais vous comprendrez ce que je veux dire. D'être maîtrisé, d'être manipulé par tout ce qui est politiquement correct, par tout ce qui est idéologie, par tout ce qui est consumérisme, individualisme, ben voilà, toutes ces choses et d'autres que je passe, mais vous n'aurez pas de peine à en trouver d'autres. Alors, entre autres, comment est-ce qu'on fait pour se créer un environnement magnanime? Eh bien, on s'entoure de personnes magnanimes. On essaie de trouver autour de nous et autour de nos enfants des personnes magnanimes, des personnes qui rêvent, des personnes qui osent rêver, des personnes qui mettent leurs rêves en action, qui agissent. Euh, on les observe. Une fois qu'on les a trouvés, on les observe, on les contemple, on les regarde, on voit comment ils font, on voit comment ils vivent. Ces personnes, c'est qui? Souvent, que ce soit d'ailleurs pour des personnes connues ou des personnes moins connues, quand on les interroge, on entend dire que ça a été les parents, et même souvent la maman, je suis désolée, mais c'est vrai, souvent, voilà. Donc oui, ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, certainement, ça peut être un chef scout, une chef guide ou un chef louveteau, ça peut être un prof, ça peut être le curé de la paroisse, ça peut être, enfin voilà, euh, simplement quelqu'un autour de nous. Parfois, il y a des personnes qui disent, mais moi, je vis dans un environnement tellement petit qu'il n'y a pas de magnanimité autour de moi. Eh bien, dans ce cas-là, il y a toujours les livres ou les films. On peut trouver des héros magnanimes dans les livres qui font changer les jeunes, à condition qu'ils aiment lire. Mais il y a au moins les films, sinon. Voilà, donc à chacun de nous de réfléchir. Est-ce que nos enfants ont dans leur entourage des personnes magnanimes? Donc, c'est pas une question, enfin, le but, c'est pas que ces personnes donnent l'exemple dans le sens où on l'entend généralement, mais c'est vraiment qu'elles inspirent. C'est-à-dire que les jeunes, en les regardant, se disent, moi j'ai envie d'être comme eux, moi j'ai envie de les imiter. Euh, j'ai confiance en eux, ils inspirent confiance. Ce mode d'être qu'ils ont, ça me botte. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là, dans le sens de l'inspiration. Donc, comme je disais au début, le leadership, c'est pas une technique, c'est vraiment un mode d'être, c'est un idéal de vie quelque part. Alors, comme je disais, donc les personnes magnanimes réelles ou dans les livres, euh, sur le site international du leadership vertueux qui est hvli.org, il y a toute une liste de livres, de films, de musique de toutes sortes, voilà, qui portent à la magnanimité. Des livres avec des héros magnanimes. Alors, dans les listes du site international HVLI, c'est quand même surtout des livres pour adultes ou pour grands jeunes. Nous, en Belgique, sur notre site internet, on est prêt à mettre une liste pour plus jeunes enfants, mais on n'a pas terminé. Mais sinon, par exemple, je pense à pratiquement, je pense, tous les livres de la série Signes de piste proposent des héros magnanimes et des histoires magnanimes. Aux éditions du Triomphe, ils ont beaucoup, beaucoup de très, très bons livres. Moi, j'ai découvert il y a déjà quelques années
pour un de nos fils qui n'aimait pas lire la série Magarkan. Alors, on n'a pas été jusqu'au bout. Je crois qu'on a lu les 3 ou 4 premiers. Mais franchement, j'étais aussi enthousiaste que lui. Pourtant, je ne suis pas du tout fan de ce genre de littérature. C'était des héros vraiment magnanimes et on vibrait avec eux et on avait envie de grandir avec eux. Babouchka du 6e étage, par exemple, un autre livre qui me vient comme ça à l'esprit. Ben voilà, il y a moyen d'en trouver. Les films avec les héros magnanimes. Les films et la musique, c'est un peu plus difficile que les livres, en ce sens que beaucoup d'enfants, même très jeunes, ont des smartphones, et alors ils ont accès à tout, au mieux et au pire. Et malheureusement, comme dans leur entourage à l'école et tout, c'est souvent pas top, ben, ils ont quand même accès au pire assez souvent ou assez facilement. Bon, je dis pas que toutes les séries sont mauvaises, il y a quelques séries qui valent la peine, mais voilà. S'ils passent leur temps devant des trucs un peu minables, il ne faut pas imaginer qu'ils vont grandir dans le sens de la magnanimité. Donc voilà, comme film pour les jeunes que je pourrais recommander où on voit la magnanimité à l'œuvre, je pense par exemple The Queen of Katwe, qui est une histoire réelle, qui se passe en Afrique. McFarlane USA, c'est dans le premier film, c'est dans le domaine des échecs. Une jeune fille dont on repère le talent aux échecs et qui devient championne d'Afrique et peut-être du monde, ça je ne suis plus très sûre. L'autre, c'est une équipe de basket, donc dans le domaine du sport. Je pense à Invictus aussi, dont enfin une partie de l'histoire de Nelson Mandela, mais moi j'ai surtout été impressionnée par le leader de l'équipe de rugby. Les figures de l'ombre, ces femmes qui travaillaient dans l'ombre pour la NASA. Voilà, quelques exemples comme ça. Et puis la musique, je disais que c'était aussi un défi. Je ne dis pas que toutes les musiques modernes sont moches, loin de là, mais quand même, un beau concerto pour musique classique, ça a évidemment, voilà, une autre allure. Alors, je conçois que c'est pas toujours évident, sauf si on baigne dedans parce que les parents jouent, parce que voilà. On a testé un truc avec nos enfants qui pourtant ont tous fait enfin, font tous de la musique classique en académie de musique. Euh, on a eu l'occasion plusieurs fois de leur proposer d'aller dans une grande salle de concert, suivre des concerts avec orchestre symphonique, donc un concours international prestigieux. Et ça a complètement changé les choses. Depuis lors, j'ai encore entendu récemment de plus jeune qu'à 20 ans, sur son smartphone, écouter de la musique classique. Donc, le fait d'être dans cette ambiance de grande salle, de beau, ça les a portés à apprécier les choses autrement et ça les a introduits. Ou alors les concerts avec explication pour les enfants, hein, qui existent, je pense, en France, à Paris notamment. Enfin voilà, il faut trouver des trucs pour leur donner le goût, leur donner l'envie, pour leur montrer que c'est beau. Et puis leur donner l'occasion de contempler la beauté aussi. Si on vit en montagne ou à la campagne, c'est peut-être un peu plus facile. Mais si on vit dans un quartier HLM, je pense que c'est moins facile d'être confronté à la beauté et même de s'en rendre compte. Donc, il faut emmener nos enfants dans la nature, dans des beaux paysages. Il faut les emmener dans des musées. Euh, voilà, il faut pouvoir leur donner accès à tout ça. Des textes de chansons aussi, par exemple, écouter les paroles des chansons. Alors, c'est pas du chauvinisme, mais Jacques Brel, par exemple, a des chansons magnifiques avec des textes poétiques à fond, mais c'est super beau. Et il y en a d'autres, hein, forcément, en France, il y en a plein, plein, plein. Enfin voilà, à nous d'un peu cogiter et essayer de découvrir comment ils peuvent avoir accès à la grandeur dans tous ces domaines-là. Et de cette façon, on se crée vraiment un environnement magnifique. Prendre l'habitude d'aimer ces belles choses et de les savourer. On va passer à l'humilité fraternelle. Donc, nous, en tant que parents, nous devons essayer de tirer vers le haut nos enfants. Donc, c'est pas les pousser en avant, c'est les tirer. C'est-à-dire que nous devons mettre nos talents à leur service et leur montrer l'exemple. Je crois que je l'ai assez développé, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Très important aussi, c'est de déléguer. Donc, beaucoup de parents et surtout les papas ont beaucoup de mal à déléguer, surtout s'ils sont colériques. Ils préfèrent faire les choses eux-mêmes, ça va plus vite, c'est mieux fait. Eh bien non, il faut pouvoir prendre le risque de se dire, je vais accepter pendant un certain temps que les choses soient moins bien faites, mais je vais les aider à faire quelque chose. Ça peut être tondre la pelouse, ça peut être peindre un radiateur, voilà, tout est faisable. Et donc, on doit apprendre à déléguer parce que c'est ça qui va faire grandir nos enfants et ça va les aider à se connaître et connaître leur talent. Et enfin, fais sortir le meilleur de tes enfants. Donc, c'est notre rôle de parents, c'est de se dire, mon job premier sur Terre,
en tant que papa, c'est de chercher le meilleur qui est en eux et c'est de les aider à le faire sortir. Et donc, c'est pas en leur tombant dessus à chaque fois qu'ils font une bêtise ou qu'ils ont un mauvais bulletin, mais c'est d'essayer de me contrôler aussi, de faire attention à la colère, de garder la maîtrise de soi pour dire comment je peux, en étant juste, faire sortir le meilleur de chacun de mes enfants. C'est le rôle des parents. Et en développant la vertu, on est certainement sur la bonne voie. Alors, on va, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps, on va faire très court. On va vous donner deux exemples de leadership vertueux. Le premier exemple, il s'agit de Marius Mignol. C'est un jeune gars qui n'a pas 20 ans, qui vient frapper aux établissements Michelin dans les années 1930. Et Marius est engagé par ce qu'on appelle maintenant le DRH chez Michelin. Comme il a une expérience dans l'impression et l'édition, il est affecté à la revue de Michelin. Alors, pour faire bref, Édouard Michelin n'est pas d'accord avec ça. Il dit à son DRH, tu dois casser la pierre pour trouver le diamant. Je voudrais que tu mettes Marius ailleurs. Et donc, il met Marius dans les études au niveau international de marché. Et là, on se rend compte que Marius est quelqu'un d'intelligent. Et Monsieur Michelin décide encore de le changer. Il l'affecte à la recherche, alors que Marius n'a pas son bac et se retrouve avec des ingénieurs. Et Marius est celui qui invente le pneu radial. Voilà. Alors, vous avez l'exemple d'un patron d'entreprise qui s'est comporté comme un papa, comme un père de famille, parce qu'il a développé les talents de Marius à son profit, bien sûr. Mais ça, c'est le rôle d'un chef d'entreprise. Par contre, et sans leur jeter la pierre, les parents de Marius n'ont pas été vraiment leaders, ils n'ont pas été vraiment magnanimes, parce qu'ils n'ont pas aidé à trouver à Marius à découvrir qu'il avait des très grands talents. Donc, c'est un petit peu un exemple et un contre-exemple de ce qu'est réellement le leadership vertueux. Et moi, je vous raconte aussi brièvement l'histoire de Thomas, qui, petit garçon, est un jour rentré du collège public avec une enveloppe fermée à remettre à sa maman. Et quand sa maman l'a lu, elle s'est mise à pleurer. Et Thomas, lui demandant ce qui se passait, elle lui a dit, écoute, tu veux savoir ce qu'ils disent dedans? Eh bien, ils disent que tu es un génie. Tu es un génie. Et du coup, ils peuvent plus te prendre au collège. Ils disent que c'est moi qui dois te donner cours. Et donc, c'est ce que la maman a fait. Pendant toutes ces années, elle a donné cours à son petit Thomas, qui est devenu un grand Thomas, et qui très vite, vers 12 ans, déjà avait des petits projets, faisait des petites inventions, etc. Et à 24 ans, enfin adulte, il est devenu l'inventeur qu'on connaît, Thomas Edison. Et, quand il a eu 24 ans, sa maman est décédée. Et en mettant de l'or dans les affaires, il est retombé sur cette enveloppe qu'il n'avait jamais lue. Il l'a ouverte et le texte, en fait, disait, Thomas est un enfant mentalement malade, nous ne permettons pas qu'il revienne au collège. Voilà, ça a été la grandeur d'une maman. C'était un cœur qui a été capable de voir au-delà des étiquettes et d'utiliser, enfin, de développer, d'aider son enfant à développer ses talents jusqu'à devenir celui qui a rendu des services à la société avec toutes ses inventions. On passe à la conclusion. Oui, alors la conclusion, bon, écoutez, on va faire brièvement. Donc, vous avez compris que la connaissance du tempérament biologique permet de comprendre nos enfants, pareillement pour nous d'ailleurs. Donc, important de le connaître pour se comprendre et pour dédramatiser, pour même pouvoir rigoler et dire, ah papa, mais moi je savais que tu allais réagir comme ça avec le tempérament que tu as. Il n'y a plus rien qui est grave, quoi. Hein, voilà. Et puis qu'ils soient conscients de leurs talents, comme disait Christophe, qu'ils en soient fiers tout en restant humbles et qu'ils les développent. Donc ça, c'est la première chose. Alors, évidemment, le rôle irremplaçable des parents, parce que c'est dans la vie quotidienne que ça se passe. C'est dans la vie quotidienne, en faisant des petits pas, qu'on développe les vertus. Et puis moi, je vous dirais, dès qu'il y a un minimum des quatre vertus de base, foncez sur la magnanimité et l'humilité, sur la grandeur et le service. C'est-à-dire que quand ils sont petits, on leur parle en termes de permis défendu. Quand ils grandissent, on leur parle en termes de bien et mal, ou pas bien. Dès qu'il y a moyen, parlons-leur en termes de grandeur et de dignité, de liberté et de responsabilité. L'exemple que Christophe a donné tantôt était très éclairant. Ils comprennent. Ils doivent comprendre que leurs décisions ont un impact sur leur dignité. Si on leur dit, ça, c'est pas toi, ça te ressemble pas, c'est tout petit, ou bien ça, c'est pas notre famille. Oui, ça, c'est notre famille. Ils comprennent. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Ils comprennent. Et donc, c'est d'abord dans la famille, évidemment, qu'on développe la conscience de sa dignité, qu'on développe la grandeur, qu'on développe la conscience de la dignité des autres, qui sont nos égaux, et le sens du service fraternel.
Et, euh, et puis le troisième chose, c'est de les éduquer, enfin, d'essayer d'éduquer leur cœur de manière à ce qu'ils osent rêver, à ce qu'ils osent se dépasser, risquer, se donner, au-delà de la rentabilité, au-delà de l'individualisme, au-delà de l'effet de massification qu'on voit beaucoup autour de nous. Et donc, les derniers mots, moi, je vous dirais que quand vous verrez le mot GPS quelque part, j'espère que vous penserez plus que c'est Global Positioning System, mais vous penserez grandir pour servir. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, bon, on a quelques livres à vous proposer, tous écrits par celui qui a réactualisé et qui a vraiment répandu, Conçu. qui a conçu le leadership vertueux, Alexandre Avard. Je ne vais pas vous les citer tous, il vous suffit d'observer le PowerPoint. Nous donnons de temps en temps des conférences de 2 jours sur le leadership vertueux. Il y en aura une en février 2023, mais suivez l'actualité si ça vous intéresse parce que on essaie d'en donner de temps en temps. Et puis, nous donnons aussi des coachings sur le leadership vertueux, donc comment croître en vertu par la méthodologie des petits pas. Avec nos collègues français, on a aussi un parcours online, donc essayer de viser l'excellence professionnelle. Si vous voulez Personnel. personnel, pardon. Si vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus sur notre site leadershipvertueux.com. Et si vous voulez nous contacter, vous avez nos références ici. Voilà, il nous reste à vous remercier pour votre attention. Nous espérons que vous avez tiré de l'intérêt et que ça vous a plu et que ça vous aidera par rapport à vos enfants pour les faire grandir. Pareil. Merci infiniment, Christophe et Véronique, pour ce topo qui nous donne vraiment un chemin, hein, pour faire grandir nos enfants.